On est là aujourd'hui pour parler avec vous de construction des bâtiments d'élevage laitier, plutôt de la méthodologie pour les projets de construction de bâtiments. Et sans transition, je vais laisser la parole pour l'ouverture à Daniel. Bonjour à toutes et à tous, Daniel Perrin, je suis producteur de lait en Meurthe-et-Moselle, une exploitation familiale. Et je suis là aussi, je suis président de la commission scientifique, technique, élevage et environnementale du CNIEL. Alors déjà, je m'excuse parce que je vais être obligé de partir rapidement. Je remplace au pied levé un collègue qui n'a pas pu venir et dans des agendas chargés sur les 3 jours du SPACE, on essaye de satisfaire tout le monde. Donc rappeler quelques points. Déjà qu'un bâtiment, c'est un investissement qui doit être réfléchi parce que c'est un investissement de plus d'une génération. Et il faut aussi essayer d'anticiper. Parce que les réflexions qu'il y a pour un bâtiment d'aujourd'hui, c'est plus forcément les mêmes d'un bâtiment d'il y a 30 ans. Il y a par exemple la prise en compte du bien-être animal. C'est aujourd'hui construire un bâtiment sans prendre compte de cette attente sociétale. Je trouve que c'est prendre beaucoup de risques. Je vais prendre un exemple, mais ça n'engage que moi, mais je l'assume. Aujourd'hui, alors, ça ne concerne pas trop la Bretagne, donc je peux le dire. Mais construire aujourd'hui un bâtiment avec des animaux à la tâche, c'est comme faire un poulailler avec des poules en cage, je veux dire. C'est trop dangereux. Alors aujourd'hui, les bâtiments qui existent, il y a des adaptations dans le bien-être animal. On a bien mentionné qu'il ne fallait pas que les animaux soient attachés tout le temps. Mais ça doit être aussi une des réflexions qui doit être faite. Moi, je pense que je vous le redis, c'est un exemple, il y en a d'autres, parce que l'attente sociétale, on ne peut pas non plus courir derrière tous les extrémistes qui nous veulent que du mal, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. On doit répondre à 98% de la population. Les 2% qui veulent plus de nous, on ne veut pas d'eux, donc ça tombe pile poil. Hein. Et il y a aussi eu un travail du CNIEL qui a été fait, qui est important, parce que quand on construit un bâtiment, on fait tout pour que ça aille bien, on a l'impression que c'est nickel, et c'est seulement qu'une fois qu'il est fait, le bâtiment, qu'on se rend compte qu'il y a des petites bricoles, que si elles avaient été faites autrement, ça améliorerait la vie de tous les jours de l'éleveur. Et les gens ont compilé sur un retour d'expérience, on peut dire. Donc on est toujours dans la prospective et essayer d'améliorer. Parce que le bâtiment, on parle souvent du bien-être animal, et je vous l'ai dit, j'en ai parlé en premier, c'est important. Mais moi, éleveur, je peux vous dire qu'un bâtiment où la vache se sent bien, et bien l'éleveur se sent bien aussi. C'est ça qui est le mariage des deux, parce que c'est comme tout à l'heure, on travaillait sur l'environnement. J'ai dit, si on parle pas d'environnement et d'économie, ça ne marchera jamais. On peut faire les deux. C'est important de le rappeler. Et dans les bâtiments d'élevage, c'est pareil. La vache, elle y passe beaucoup de temps, mais l'éleveur, il passe beaucoup de temps. Donc voilà, rapidement, Jean, ce que je voulais dire en intro, et je sais que le travail qui est fait au CNIEL, alors il est fait au CNIEL pour les vaches laitières, mais il se transpose aussi pour d'autres animaux. Mais c'est vraiment, alors, on ne fait pas un bâtiment tous les jours. Hein, le boulot de Jean, c'est quand il rencontre quelqu'un qui fait un bâtiment, il ne le reverra plus normalement. Hein, je fais ça une fois. Mais c'est hyper important, c'est coûteux, mais c'est aussi, on a souvent parlé de la mise aux normes qui était coûteuse pour les éleveurs. On se rend compte qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a eu des précurseurs pour inciter, ou j'allais dire même obliger les éleveurs à faire des mises aux normes, parce qu'une bonne, c'est l'éleveur qui vous dit ça, qui a été aussi réticent à se faire un peu, aujourd'hui avec la valeur des effluents d'élevage, où à un moment ça a apparu, les effluents d'élevage, presque un handicap pour la société. Aujourd'hui, c'est une vraie valeur pour la société, pour l'élevage, par rapport à la disponibilité des engrais, au prix des engrais, et des effluents d'élevage bien maîtrisés. Et bien, on est dans une gestion agronomique et écologique de la ferme laitière française. Ouais, merci Daniel, c'est dur de prendre la parole après toi. Du coup, merci pour cette introduction, ça résume bien, vous allez voir un peu tout ce qu'on va aborder ici. Non mais pas de souci. Merci à toi. Ça résume bien ce qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui au niveau des problématiques pour les bâtiments d'élevage laitier. Petite introduction rapide pour reprendre aussi ce qu'a dit Daniel. Le bâtiment, c'est vraiment un élément clé pour l'élevage laitier. C'est un élément qui est au cœur de beaucoup de problématiques, que ce soit économiques, environnementales ou sociales. Comme l'a dit Daniel,
Salut Daniel. C'est à la fois le bien-être des animaux et le bien-être des éleveurs. Et donc également un investissement lourd et sur du long terme, sur parfois plusieurs générations. C'est pourquoi au niveau interprofessionnel, donc au niveau du CNIEL, on s'est investi de ce sujet à travers des programmes multipartenariaux avec, vous le voyez, un lot de partenaires de la filière, avec pour objectif de travailler sur ce problème cette thématique des bâtiments d'élevage. Un premier programme avait été mené, donc bâtiment d'élevage laitier de demain jusqu'à 2020, avec 2 axes de travail. Un premier qui ne va pas être développé aujourd'hui, qui concernait tout ce qui est adaptation au stress thermique pour limiter l'effet de stress thermique des bâtiments. Et un deuxième qui va nous intéresser aujourd'hui sur l'aspect méthodologique, c'est-à-dire quelle méthode pour des projets de construction de bâtiments. Lors de ce premier programme, notamment, ce qui a pu être fait par Sébastien, c'était une enquête auprès de plus de 500 éleveurs qui avaient mené un projet de bâtiment dans les 10 dernières années pour vraiment savoir comment ça s'était passé et puis pouvoir avoir un retour d'expérience de leur part. Et c'est un peu le fruit de tout ce travail-là, de toute cette réflexion qui va vous être présentée aujourd'hui. Mais donc on ne s'est pas arrêté en 2020, on continue à travailler sur les bâtiments avec un nouveau programme multipartenarial entre 2021 et 2023, Bâti les mieux, avec notamment un axe, l'action 1, sur cette question de la méthode pour les projets bâtiments. Je laisse donc la parole à Sébastien qui va vous présenter tout ça, quel constat et puis quelle méthodologie pour un projet de bâtiment laitier. Bonjour à tous, Sébastien Guillochot, donc Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis chargé d'études en bâtiment et équipement bovin. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit, donc, comme le disait Jean, d'une enquête qui a été réalisée auprès de 500 producteurs laitiers français. Donc c'est 500 producteurs laitiers qui nous ont transmis leur retour d'expérience. Donc on s'est basé sur ça. Et c'est aussi l'expérience de conseillers qui interviennent au quotidien pour faire des projets avec des éleveurs et qui, avec le temps, nous ont aidés à mettre en avant des conseils, une méthodologie pour mener à bien ces projets de bâtiment. Le diaporama qu'on va vous présenter aussi, on va avoir régulièrement un témoignage d'un jeune exploitant, donc producteur laitier, qui va se présenter dans la vidéo. On l'a interrogé sur ces enjeux du bâtiment laitier. Il a témoigné. On a sélectionné des séquences pour illustrer nos propos. Vous allez les retrouver au fur et à mesure là, dans le diaporama. Vincent Bouguelou, je suis agriculteur sur la commune de Blomel dans les Côtes-d'Armor. Je suis en GAEC avec mes parents depuis 2 ans maintenant. Et on a fait un bâtiment neuf depuis l'année dernière, donc bâtiment lait avec salle de traite, nurserie et logement pour 80 vaches laitières. Aujourd'hui, c'est vrai que les budgets pour la construction des bâtiments, ça monte très très vite. Vu la conjoncture actuelle, on est quand même globalement avec des prix qui sont incertains, que ce soit le prix de vente ou le prix d'achat sur les matières premières notamment. Ça fluctue énormément. Le prix des matières premières pour les artisans également aussi. Donc, en général, c'est des projets qu'on en prend sur toute notre carrière, voire ensuite pour un éventuel repreneur derrière. Donc c'est des projets qui sont importants et c'est important de bien réfléchir tout ça en amont. Il y a un gros impact au niveau du confort de travail, au niveau du confort des animaux et derrière des résultats techniques, ça a un impact non négligeable. Alors comme le disait Daniel Perrin tout à l'heure, et puis là vous allez le voir, c'est ce que reprenait Vincent, quand on va construire un bâtiment laitier, les enjeux sont nombreux et très impactants. On va pouvoir parler de projets engageants. Pourquoi ? Parce que, donc, je le disais, les enjeux sont nombreux. Un premier enjeu, c'est l'investissement qui va être lourd et de longue durée. Donc lourd, plusieurs centaines de milliers d'euros. Bien sûr, ça va dépendre de ce qu'on fait. Si on part sur un projet totalement à neuf, si on part sur une extension, une rénovation. Ce sont des projets qui peuvent, à eux seuls, saturer complètement la capacité d'investissement de l'exploitation. Et pour des durées d'emprunt qui vont aller de 10 à 20 ans. On voit de plus en plus des durées de 20 ans. Ces durées d'emprunt vont être variables en fonction de l'objet, c'est-à-dire soit la coque, soit un équipement.
Un autre point également primordial, c'est le travail au quotidien. C'est ce que disait Daniel tout à l'heure. Le bâtiment, c'est un outil de travail. En production laitière, avec la traite 7 jours sur 7, biquotidienne, quand on est en traite manuelle, tous ces équipements, tous ces aménagements ont un impact crucial sur les conditions de travail. C'est un enjeu pour attirer des jeunes dans la production, pour fidéliser aussi les salariés dans la production, pour se rapprocher de plus en plus des conditions de travail du reste de la population, faire en sorte d'intervenir dans des bonnes conditions de sécurité et en se préservant sur le long terme. C'est également un impact sur le bien-être animal. Ce sont des questions qu'on voit apparaître là depuis quelques années avec d'un côté les aspects zootechniques pour que les animaux soient dans des bonnes conditions de production, mais aussi des attentes sociétales qui vont être autour de l'accès à l'extérieur, de l'expression des comportements naturels. Donc voilà, là pour vous dresser déjà quelques éléments autour de ces enjeux-là. Faut pas se leurrer, on est sur un contexte qui est un peu particulier quand on parle aujourd'hui d'investissement en bâtiments laitiers. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une forte augmentation des prix des matières premières et donc des coûts de construction. Pour faire très simple, en 2 ans, on a connu une augmentation globalement de 25%. C'est ce qu'on a pu connaître sur 10 à 12 ans jusque-là. Donc en 2 ans, on a connu une augmentation qui est proche de ce qu'on a connu sur 10-12 ans précédemment. Faut espérer que ces tarifs-là redescendent. Ça ne redescendra peut-être pas au même niveau, mais on sent pour être positif, on sent quelques diminutions. Par contre, c'est clair qu'actuellement, ça ne facilite pas le raisonnement d'un projet. Il y a une incertitude aussi sur les coûts de fonctionnement avec les tarifs énergétiques. Dès qu'on va être sur des systèmes qui vont être très consommateurs en électricité, en fonction des contrats qu'on va avoir, également sur, là c'est un peu plus général, mais sur tout ce qui est utilisation du fuel, là il y a des incertitudes à ce niveau-là sur les coûts énergétiques et sur les coûts de fonctionnement. Donc vous allez me dire, dans un contexte comme celui-là, avec des enjeux nombreux, des enjeux très engageants, que ce soit Vincent ou Daniel qui le disait, c'est-à-dire sur une carrière, donc sur des durées d'investissement qui peuvent se rapprocher des 20 ans, comment faire en sorte de réussir son projet ? La réussite de ce projet, ça passe par la mise en œuvre de solutions, d'une méthode rigoureuse, et c'est ce qu'on va vous exposer là. Alors un premier élément avec le témoignage de Vincent sur la nécessité de prendre son temps avant de se lancer sur ce type de projet. Déjà bien réfléchir en amont à ce qu'on veut, avoir bien en tête son système de production dès le départ et s'y tenir, quoi. Si on fait un projet, il faut que le projet bâtiment soit vraiment en accord avec notre système de production. Il faut aussi bien réfléchir, je dirais qu'il faut 2-3 ans à l'avance minimum pour bien se faire à l'idée de ce qu'on a envie de faire. Pas hésiter à aller à l'extérieur, voir, visiter différentes installations. Il y a toujours des idées à prendre partout et c'est très important de surtout pas se précipiter et bien se donner le temps de la réflexion. Je pense que quand on est plusieurs associés, c'est très important d'avoir de l'échange dans toutes les décisions, même des décisions qui peuvent paraître anodines pour certains. C'est vraiment important de tout mettre sur la table et échanger le pour et le contre avec tous les associés parce que ça peut être source de conflit derrière et c'est vraiment important que tout le monde soit en phase avec les différents éléments du projet. Pour ce qui est de notre projet à nous, les conditions de travail, c'était vraiment le point le plus important au départ. Donc, on voulait vraiment améliorer nos conditions de travail, avoir du confort, que ce soit pour la traite, pour le logement des animaux et pour notre travail au quotidien, avoir un outil qui soit confortable, efficace et voilà, et qui réponde à nos attentes par rapport à notre système de production notamment. Alors pour réussir un projet dans un contexte comme on le connaît actuellement, il y a une première phase, ça va être de définir, on va appeler ça les prérequis, ça va être de définir et partager ses objectifs. Donc dans une structure avec plusieurs associés, il va être primordial que l'ensemble des associés soient d'accord sur les objectifs, savoir demain ce qu'on veut faire,
quel équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, puisqu'il y a un impact très important entre les deux. Et puis, donc de définir et partager ces objectifs, ça va se faire en allant visiter, en recueillant des avis d'autres éleveurs, en échangeant longuement entre les associés pour bien partager la vision de l'exploitation, des aspects techniques autour du bâtiment et de la structure qu'on va vouloir mettre en place, pour partager une vision commune de l'exploitation et du bâtiment. Comme on le disait en introduction, les éleveurs qui nous ont transmis leur retour d'expérience, c'est dans la présentation, l'encadré que vous allez retrouver. Certains nous ont dit, si c'était à refaire, je prendrais plus le temps de réflexion, je me documenterais plus et j'irais visiter plus d'exploitations. Une fois que c'est cette première phase de prérequis, de définition des objectifs, de savoir entre guillemets où on veut aller à plus ou moins long terme, une fois que cette phase-là va être faite, la deuxième phase, c'est ce qu'on va pouvoir appeler la phase de programmation faisabilité. L'idée étant de dire qu'il ne faut pas aller trop rapidement sur des détails techniques, c'est ce qu'on voit très régulièrement. Pour avoir fait voilà, depuis 20 ans de nombreux projets bâtiments, on a souvent une tendance à vouloir partir très rapidement sur quelle largeur pour la logette, quel type de traite, voilà. Et avant d'aller sur un détail, un niveau de détail technique comme celui-là, il faut voir ce qui est possible de faire. Possible de faire au niveau économique, c'est déjà l'exploitation qui est en place. Qu'est-ce qu'elle a comme résultat? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses déjà qui peuvent être améliorées? Comment on se situe au niveau de l'existence? C'est donc un diagnostic de l'existant. Une définition d'une capacité d'investissement en partant sur un objectif de revenu. Et pas l'inverse pour se dire, avec les conditions actuelles de production et l'évolution qu'on veut donner à l'exploitation, avec un objectif de revenu, quelle est la capacité d'investissement? Et de monter le projet bâtiment en connaissant cette capacité d'investissement. Et puis, ça imposera bien sûr des choix, puisque quand on a défini cette capacité d'investissement, eh ben, on va être obligé de construire le projet en fonction de cette capacité d'investissement. Donc ça passe par une étude technico-économique. Les éleveurs nous l'ont dit, et vous voyez dans l'encadré vert, dans l'enquête, 40% des éleveurs étaient insatisfaits de la pression financière qui était induite par l'investissement une fois que celui-ci avait été réalisé. Donc là, il faut être assez sensible à ces points-là. Après, les autres éléments qu'il faut voir, c'est au niveau humain. Demain, comment on se projette en termes de main-d'œuvre, en termes de productivité, en termes d'organisation. Ça peut être des choix sur la traite, c'est les choix de l'organisation de la semaine, du week-end, la part du salariat, des aspects techniques, des aspects réglementaires. Je veux construire, je construis sur un sol, il y a des règles. Est-ce que la parcelle que j'envisage pour la construction, elle est constructible? C'est pas la peine de monter un projet pour être déçu, pour déposer un permis. Voilà, on vous dira cette parcelle-là n'est pas constructible. Au niveau réglementaire, les installations classées, souvent, est-ce que la distance par rapport à des tiers, par rapport à un ruisseau, ces distances permettent de construire? Et puis, une fois qu'on a passé en revue ces différents points-là, eh ben, d'arrêter et de décrire les besoins qu'on va avoir. Donc, demain, ce qu'on veut faire, c'est un bâtiment pour 70 places, 70 vaches, avec, par exemple, une nurserie attenante ou voilà, décalée. On veut un système de traite plutôt de ce type et avec un montant maxi d'investissement de tel niveau. Et ça va être la commande qu'on va passer après à un conseiller bâtiment pour pouvoir construire et monter un projet. Pour monter ce projet, avant de se lancer sur la solution définitive, une étape intermédiaire, vous savez où vous voulez aller, vous avez défini le nombre de places, le principe de logement, le type de traite, des capacités d'investissement, des choses qui pour vous sont importantes et spécifiques à l'exploitation, sur le fonctionnement, sur l'organisation. La personne que vous allez consulter après qui va vous proposer des solutions, donc souvent un conseiller bâtiment, il va pouvoir vous proposer dans un premier temps ce qu'on appelle des avant-projets. C'est des solutions assez simples et rapides pour vous dire, là comme ça, sur votre site, je vois 2 ou 3 solutions. La première solution, c'est par exemple un bâtiment neuf. Ça, c'est tel montant d'investissement. Les avantages et les inconvénients, les voilà. La deuxième solution, c'est un réaménagement de l'existant. Là, on est plutôt sur tel budget. Les avantages et les inconvénients sont ceux-ci. Et troisième solution, une solution mixte, etc. Donc ça, c'est dans chaque cas de voir ce qu'il est possible de faire, d'avoir les avantages et les inconvénients et savoir ce que ça va pouvoir engendrer dans le futur. Quand on est dans les structures avec plusieurs associés, à ce niveau-là,
il est primordial de discuter ensemble pour se dire, on a, voilà, les solutions possibles sont celles-ci, vers quoi on va, qu'est-ce que ça engendre, et c'est souvent après aussi des allers-retours avec un conseiller pour dire, bah là on peut faire évoluer, nous ce qui nous plaît c'est ça, etc. Il y a peut-être aussi même voir des variantes. Une fois que ce travail-là a été fait, et ça prend du temps de se mettre d'accord, d'aller faire à ce niveau-là même des visites pour avoir le retour de personnes qui concrètement travaillent dans ces conditions-là, qui utilisent par exemple une salle de trait de TPA à 2 trayeurs, voilà. Pour avoir le retour, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la solution retenue, ben, cette solution-là elle va être détaillée avec un plan précis, détaillé, qui va permettre de consulter efficacement les entreprises. Il faut se dire qu'une entreprise, les entreprises de construction, que ce soit des terrassiers, des maçons, des charpentiers, c'est impossible pour eux de faire un devis précis si on n'a pas une base de plan précis. Une base précise de plan, c'est-à-dire avec des niveaux, avec des cotes, avec des choix arrêtés. Pourquoi ? Si vous lancez des consultations avec des projets qui sont un petit peu flous, vous allez obtenir des devis, mais vous allez obtenir des devis qui seront difficilement comparables. Et derrière, pour se prononcer sur un choix d'entreprise, ben, ça ne vous aidera pas. Donc pour réussir à consulter efficacement des entreprises, il faut des plans précis, arrêtés. Ça permet d'établir un budget fiable. Ça veut dire que les devis qui ont été réalisés, ils se basent sur un projet de construction détaillé. Et ça permet aussi pour vous, en tant qu'utilisateur futur du bâtiment, de se projeter dans les futures conditions de travail. Et de se dire, c'est ce que disait Daniel en introduction, ça au quotidien, pour aller à tel ou tel endroit, je passe par là. Pour mettre un animal de côté, comment je le fais, pour essayer dans toutes les actions du quotidien de se projeter pour faire en sorte que les conditions de travail soient les plus faciles possibles. La qualité des plans, elle est indispensable pour les artisans et pour nous aussi. C'est vrai que quand les plans sont détaillés, le chiffrage est beaucoup plus précis, donc derrière tout ce qui en découle est beaucoup plus précis, tout le monde sait où on met les pieds, quoi. Une fois que ces étapes sont passées, donc ça demande quand même, c'est un certain délai. Si on raisonne en termes de délai, on va avoir toute une période pour réfléchir au projet. On va peut-être dire, allez, 1 à 2 ans pour réfléchir au projet. Après, faire la conception, les échanges, les visites pour recueillir des avis, des contacts avec un conseiller de gestion pour une étude technico-économique, la banque, etc. Tout ça, ça va prendre également du temps. Et puis là, une fois que les choix sont arrêtés, qu'on a une base de plan qui est validée par l'ensemble des associés, qu'on sait où on met les pieds en termes de budget, on a comparé des devis d'entreprise, on va pouvoir partir sur la construction. Alors, on aura retenu des entreprises de construction spécialisées. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour réaliser des sols pour les bovins, bah, ce n'est pas comme une dalle dans une maison. Pour faire une salle de traite, c'est quand même des ouvrages qui sont assez spécifiques. Installer aussi un robot, la maçonnerie pour un robot, c'est énormément de réservations pour des gaines, pour énormément de choses, pour des évacuations. Plus vous allez travailler avec des gens qui sont spécialistes dans leur domaine, la même chose pour les charpentes, avec des gens qui sont capables de vous dire attention à un pourcentage de translucide au sud. Voilà, de vouloir avoir un bâtiment très clair, c'est très bien, mais par contre, attention aux impacts que ça va pouvoir avoir derrière. Des gens qui vont pouvoir vous dire aussi, si vous avez le souhait de changer le projet durant sa réalisation, de dire ici, il faut faire attention à ce point-là, on est sur la ventilation, là, je pense que ce n'est pas bénéfique, parle-en à ton conseiller, voilà, pour éviter de se tromper. Donc ces constructions, ce qu'on a actuellement, ce qu'on construit actuellement, les stabulations, les équipements de traite, les locaux annexes, c'est un travail de spécialiste. Les devis que vous allez recevoir, d'avoir des grosses différences de prix, ça doit alerter. Alerter pourquoi ? C'est peut-être simplement parce que toutes les quantités qui sont à considérer n'ont pas été prises en compte. C'est peut-être parce que la qualité de ce qui est proposé n'est pas la même. Et donc, ça va demander à interroger l'entreprise, lui dire, bah là, je vois que ce poste-là est particulièrement peu élevé ou élevé. Qu'est-ce que tu as mis derrière ? Qu'est-ce que tu me proposes dans cette prestation ? Donc, c'est tout un travail. Derrière, quand les entreprises vont être choisies, qu'on va être sur la phase réelle de construction, on va avoir beaucoup d'intervenants. J'ai un éleveur il y a peu de temps pour un projet, il me disait il y a une journée, il y avait quasiment 20 salariés à construire sur le bâtiment. Ça demande une concertation préalable, c'est-à-dire un terrassier, quand il va intervenir,
il va préparer des choses pour le maçon. Il faut savoir à quel endroit il y a des attentes, des gaines qui doivent être placées. Plus ces choses-là vont être anticipées, donc c'est ce qu'on propose et ce qu'on met en avant dans le cadre de nos réseaux sur des rencontres d'ouverture de chantier, plus les gens se sont concertés et se sont mis d'accord au début, et ben plus les réalisations et plus le chantier se passe sereinement et moins on a de surprises. Donc pour résumer ce que je vous présente là, et ce que Vincent mettait également en avant, pour réussir un projet de bâtiment, donc je le redis, qui est dans certaines situations qui va être très engageant pour une carrière et pour de nombreux aspects, il va falloir adopter une démarche rigoureuse et méthodique en passant par la définition des besoins, savoir ce qu'on veut faire, s'interroger sur sa carrière, se projeter, essayer d'anticiper le lien entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, savoir comment on se voit dans quelques années. Passer par l'étape de faisabilité-programmation, ça peut vouloir dire aussi qu'on remet en cause le projet, qu'on le remodifie avant de se lancer et d'avoir investi dans la réalisation de plans très détaillés. De passer ensuite, une fois qu'on sait à peu près où on veut aller, par une phase de conception, donc avec des avant-projets, et une fois que tout le monde est d'accord, de retenir une solution et de détailler cette solution précisément en établissant des plans détaillés et arrêtés. Et puis en lançant après une phase de construction. Cette phase de construction pour les éleveurs, c'est ce qu'on a vu aussi dans les enquêtes, va demander du temps. C'est quasiment tous les matins, tous les jours, un petit point avec les entreprises pour savoir, tiens, par rapport à tel point, le robinet qui était prévu là, je te le mets là, quelle hauteur on t'installe ça, il y avait bien ça, j'aurai pas la livraison tout de suite, je te le mettrai plus tard, là je vais t'envoyer une situation, on est d'accord sur ce qui a été fait, etc. Tout ça, ça demande du temps. Et puis derrière, une fois que le bâtiment est livré, une phase d'exploitation avec obligatoirement une phase au départ de prise en main, de réglage pour s'habituer aux nouvelles installations, à la façon de travailler qui va changer, de prendre en main le nouvel outil. Et puis, là, on est sur le domaine de l'anticipation, de se dire, quand je conçois quelque chose, demain, si j'ai besoin de faire évoluer ce bâtiment, de démonter un côté, de rajouter quelque chose, d'étendre ou de modifier, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux faire quelque chose au départ pour rendre cette évolution plus facile? Pour réaliser au mieux cette démarche. Donc il y a vous, quand je dis vous, c'est l'exploitant qui va être au cœur de son projet. Et il doit être vraiment acteur pour arriver à une solution la plus réussie possible, en lien avec des gens qui peuvent les accompagner. Donc un conseil de gestion au début sur toute la démarche, sur l'étude économique, pour savoir où on met les pieds, ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Un conseiller bâtiment qui va être la personne qui, pour ce projet, va être l'interlocuteur de l'éleveur et qui va avancer avec les éleveurs pour proposer des solutions, pour leur donner des adresses pour aller visiter, pour mettre sur papier ce qui a été retenu. Des constructeurs et des équipementiers spécialisés qui eux aussi peuvent donner des adresses, bien sûr, ils connaissent leurs équipements, donc ils vont pouvoir vous conseiller. Donc bien sûr, attention, toujours, il y a un aspect commercial, c'est-à-dire que leur but, c'est bien de vendre, mais on a quand même des gens qui sont de bons conseils, il faut quand même essayer de garder un petit peu de recul par rapport à ça. Un architecte qui, dans certains cas, c'est une obligation réglementaire, qui, dans certaines zones aussi, peut apporter un conseil sur l'intégration du bâtiment, puisque c'est des choses qui sont demandées, notamment l'intégration paysagère, notamment au moment de dépôt de permis de construire. Des gens qui peuvent vous renseigner sur tout ce qui est amélioration des conditions de travail, sur les circuits, sur la sécurité, donc les préventeurs de la MSA, sur comment on crée ou comment on aménage un poste de travail. Et des choses que nous aussi, on travaille avec eux sur les meilleurs... la meilleure réflexion, par exemple d'une salle de traite, sur des hauteurs de quai, sur de l'éclairage, pour installer des choses qui soient intéressantes pour les conditions de travail demain. Et d'autres personnes qui vont être contactées au fur et à mesure, qui vont avoir leur importance aussi. Le banquier, c'est lui qui va vous donner un accord de financement. Alors, ce n'est pas lui qui doit définir le montant d'investissement possible. C'est à vous d'aller présenter un projet en l'argumentant. Et puis après, de voir derrière si la banque ou une banque va suivre votre projet. Et puis des liens avec l'environnement sur les dossiers installations classées pour les aspects
C'est des aspects réglementaires. On est soumis quand on construit un bâtiment laitier aux installations classées. Il y a des choses à déclarer. Votre laiterie pour tout ce qui va être voilà, les évolutions possibles, quel volume de production demain, mais aussi des aspects liés à la conservation du lait, l'installation du tank, voilà, à quel endroit, comment, etc. Est-ce que ce qui a été prévu sur les plans convient? Et puis le CSPS, c'est coordonnateur SPS, c'est une obligation quand on a un chantier normalement d'avoir. Alors ça, les entreprises peuvent vous renseigner, mais on a quelqu'un qui veille à la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers. Oui, du coup, merci Sébastien. Donc, on a bien vu là, la méthode pour les projets bâtiments et puis tout l'écosystème qui gravite autour. Donc là, Sébastien vous a présenté les résultats des travaux qui ont été menés ces dernières années. L'objectif maintenant, c'est d'un peu vous présenter les ressources qui existent à l'heure actuelle pour la filière, pour vous appuyer dans les projets bâtiments. Donc déjà, pour commencer, un réseau de conseillers bâtiments, mais je vais laisser Sébastien compléter là-dessus. Alors, je vous l'ai dit, une personne qui va être cruciale dans le projet, c'est un conseiller qui va vous accompagner donc, sur l'ensemble, qui normalement a des connaissances en termes de production, en termes de construction, d'urbanisme et de réglementation, et qui va pouvoir vous accompagner sur la construction de votre projet, donc la conception et la construction. En Bretagne, il y a un réseau que vous retrouverez dans ce document-là, qui est animé donc, par le GIE Élevage de Bretagne. C'est des conseillers bâtiments qu'on forme et qu'on informe sur toutes les spécificités des bâtiments bovins, voilà, très régulièrement, qui sont là pour vous accompagner. Une remarque d'éleveur dans les retours qu'on a pu avoir dans les 500 éleveurs dont on vous a parlé, c'était de dire ça peut être vu comme simplement un coût. Cet accompagnement, ce n'est pas simplement un coût, c'est un investissement. Et il y a un éleveur qui disait qu'un conseiller neutre qui n'a rien à vendre, c'est le meilleur investissement de son projet. Donc un réseau de conseillers, et au-delà de ça, donc cette réflexion qu'on a pu mener, on l'a aussi traduite en livrable. Donc on a des documents qui vont un peu plus loin si ça vous intéresse, notamment sur ce retour d'expérience des éleveurs, donc l'enquête dont on vous a parlé depuis le début. Donc vous trouverez là un document si ça vous intéresse. Qui reprend donc tout ce qu'ont pu ressortir ces éleveurs sur leur propre expérience, et puis la frise avec les différentes étapes à suivre pour le projet. Autre document que vous pouvez retrouver ici, on le mettra sur la gauche de la table, c'est un guide méthodologique donc pour la bonne construction d'un bâtiment bovin-lait, donc qui reprend les différentes étapes de la construction et qui, pour chacune d'entre elles, va plus loin, décrit le contenu pour chaque étape, avec à chaque fois un point de détail sur les acteurs qui sont impliqués à chaque étape, des témoignages d'éleveurs, des verbatims qui vous sont partagés, et puis les outils aussi qui peuvent être mobilisés pour chacune de ces étapes. Et dans une deuxième partie du document, on détaille plus des points spécifiques, donc des outils ou des éclairages sur des points spécifiques, par exemple sur les aspects technico-économiques, ou également sur un peu les questions à se poser lors d'un projet bâtiment. Et justement, sur cette partie-là, on a fait un autre livrable qui là vraiment est un pense-bête sur les questions à se poser lors d'un projet bâtiment. Donc là, vous voyez l'exemple pour une phase sur les questions autour de la zootechnie. Donc pour chaque thématique du bâtiment, ont été listées les questions à se poser et avec une zone pour prise de notes. Donc c'est un document pratique qui doit accompagner le conseiller, qui peut accompagner le conseiller et l'éleveur au moment de la réflexion de son projet. Ce document-là, on en a un exemplaire à vous montrer si ça vous intéresse. Mais à noter que tous ces documents, donc l'enquête, le guide et le pense-bête des questions à se poser, ils sont disponibles en ligne également. Donc sur le site cniel-info.com, vous trouverez un onglet élevage et bâtiments d'élevage laitier. Vous retrouvez toutes les ressources en ligne. Donc voilà, je vous invite à venir nous voir si certains documents vous intéressent. En tout cas, le guide sera mis à gauche et puis vous aurez ici l'enquête qui a été réalisée. Peut-être un petit mot pour terminer avant une phase de questions-réponses. Sur le sujet des bâtiments pour les vaches laitières, il y a une autre conférence qui a lieu aujourd'hui, qui a lieu à 17h, salle C, donc c'est pas loin ici, sur des bâtiments confortables pour les vaches laitières, avec l'Institut de l'élevage, la Chambre d'agriculture de Bretagne et le GIE Élevage de Bretagne également. Donc,
merci pour votre attention. Et puis, du coup, n'hésitez pas, on a le temps pour 10-15 minutes, même plus, 20 minutes de questions-réponses. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, Sébastien est là pour vous répondre. On peut faire circuler le micro. Ouais. Je marche, si, ça marche, oui. Jacques Charlery, GIE Élevage de Bretagne. Tout ce qu'on vient de vous présenter ici, vous pouvez tester si vous avez bien retenu tout ce qu'on a dit. Sur le stand du GIE Élevage, là dans le hall 3, où on a un quiz qui teste tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Et à la clé, un tirage au sort pour gagner un panier garni. Et comme ça va vous permettre de voir si vous avez bien retenu tout ce qui a été présenté. Élevage de Bretagne. Et puis si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez venir voir aussi Sébastien suite à la conférence. Merci à tous.